ils ont tous l'air morts. Comme la tête renversée par l'arrière ou par en avant, les yeux fermés. Elle et son fils sont en train de se dire « Ok, il est arrivé quelque chose au McDo, y a-tu une fusillade? Tout le monde dans les voitures sont morts, justement, ils se sont fait tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? » C'était vraiment comme une lumière fluorescente, genre une lumière de néon froide, blanche, désagréable. Il y avait personne aux caisses, il y avait aucun employé, aucun client. Tout était vide. C'est comme si Axel était carrément entré dans une autre dimension. Justement, le logiciel de la matrice avait pas encore généré la scène, l'ambiance, le décor. Pendant que l'objet se rapprochait de moi, j'ai senti une sensation bizarre, mais je savais exactement ce qu'était l'objet. Pas seulement ça, mais je savais exactement ce que ça voulait dire, ce que c'était, ce qu'il faisait, pourquoi il était ici et pourquoi je reconnaissais cet objet, d'où il venait et pourquoi je le voyais à ce moment précis. J'avais vu cet objet avant que je naisse et je vais le revoir lorsque je vais mourir. Nous l'avons tous vu avant de naître et nous allons tous le voir avant de mourir. Demandez et vous recevrez. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une bonne vieille vidéo d'histoire de glitch dans la matrice parce que c'est difficile de trouver des histoires qui n'ont pas l'air d'être de la pure fiction. En fait, tout ça, c'est de la fiction si tu crois pas à ça, mais si tu y crois, comme moi, ce type d'histoire peut devenir très très vite assez creepy. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 histoires qui m'ont marqué. En fait, dans les derniers mois, j'enregistrais des histoires qui me marquaient pour vous les raconter. Puis c'est des histoires qui m'ont quand même... J'y ai passé longtemps, j'ai moi-même raconté ces histoires-là à mes proches. Puis aujourd'hui, c'est à votre tour d'entendre ces 5 histoires de glitch dans la matrice. Avant de passer à la vidéo, on va avoir un petit mot de notre sponsor. Restez bien là. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'une marque que j'ai découverte très récemment et j'ai adoré leurs produits. Donc, je suis extrêmement contente de faire ce partenariat. Je veux vous parler des culottes menstruelles Eve & Co. Ce que j'ai découvert avec les culottes menstruelles, c'est que t'as pas besoin de serviettes sanitaires, t'as pas besoin de tampons, de Diva Cup et tu peux les garder pendant 12 heures. Moi, j'étais quand même surprise, j'étais 12 heures, ça se peut pas. Mais oui, il y a pas de fuite, pas d'odeur, ça pique pas. Je veux dire, c'est vraiment comme le meilleur des deux mondes. Meilleur des deux mondes. En fait, c'est le meilleur des mondes. Et je trouve ça vraiment comme révolutionnaire. Puis pour avoir testé tous les produits disponibles, tu sais, j'ai mes règles depuis que j'ai 10 ans. Fait que j'ai tout essayé. Je trouve que en ce moment, c'est l'option que je préfère. Puis je pense pas revenir en arrière. Donc, dès qu'on découvre les culottes menstruelles, c'est difficile de réessayer autre chose. Et l'avantage avec Eve & Co, c'est vraiment la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression de porter comme une culotte classique de tous les jours et l'absorption est incroyable. En plus, c'est en coton bio, donc c'est super doux, on reste au sec, on n'a pas de sensation d'humidité, il n'y a pas de frottement qui s'entend. Puis je trouve que c'est quand même des culottes qui sont assez jolies, tu sais, ça n'a pas l'air de des grosses culottes menstruelles laides. Donc, il n'y a vraiment rien de gênant, c'est confortable, ça se camoufle bien sous les vêtements. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'adore ça. En ce moment, c'est les jours privés, limités dans le temps avec moins 60% sur le site web. Et avec mon code promo Victoria, tu as 2 culottes menstruelles de fait. Puis, tu sais, regardez, là, je veux quand même, c'est un peu gênant, là. Là, j'en ai des nouvelles, mais... c'est super cute, genre c'est pas gênant. C'est gênant de les montrer, mais c'est les modèles qui m'ont renvoyé. Bref, c'est cute, puis en plus, ça vient dans un emballage. Moi, j'adore les jeux de mots, genre game over, date limite d'utilisation, mais non pas. Puis, spoiler, ceci n'est pas un tampon. Donc, pour profiter de l'offre, c'est super simple. Donc, tu ajoutes un produit à ton panier, puis ajoute un pack de 2 culottes menstruelles, puis il vous sera automatiquement offert. Et c'est la première fois qu'ils font ça, donc je vous conseille d'en profiter, au moins de les essayer, tu sais, pour voir si vous aimez le fit, puis c'est une bonne promo là en ce moment. Fait que pour plus d'informations, vous avez qu'à cliquer sur le lien dans ma barre de description. Merci beaucoup à Eve & Co de sponsoriser cette vidéo, je suis vraiment contente. Et maintenant, passons à la vidéo. This is not a test.
de se lancer dans l'histoire, je vais parler un peu c'est quoi des glitches dans la matrice pour ceux qui me suivent pas depuis si longtemps ou qui ont jamais regardé ce type de vidéo-là. Qu'est-ce que ça veut dire un glitch puis qu'est-ce que ça veut dire la matrice? Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? En fait, le terme Matrix ou matrice vient du film The Matrix, puis la théorie veut que les humains, nous vivons dans une simulation créée par un genre de logiciel. La simulation en soi serait appelée la matrice. Donc on peut voir ça un peu comme un jeu de Sims. Moi j'aime beaucoup le comparer à ça. C'est comme si nous étions dans un jeu, dans un logiciel, puis il y a quelqu'un carrément qui contrôle nos moindres faits et gestes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple tu vas dans une pièce pour faire quelque chose, puis t'arrives dans la pièce, puis tu te rappelais plus de ce que t'allais faire, t'as comme un blanc. Ben c'est comme si tu fais faire une action à ton Sims puis tu l'annules quand il arrive à la pièce, dans la pièce, fait que là il arrive puis il est comme genre qu'est-ce que j'allais faire? C'est un peu ça. Bon, c'est un peu simpliste comme explication, mais moi je trouve ça quand même intéressant. Puis sinon, ben il y a une vieille vidéo de Elon Musk avant qu'il soit associé à la politique et tout, qui est vraiment intéressante. Je l'ai déjà mis dans une vieille vidéo. Je suis pas mal sûre que je l'ai mis plus qu'une fois. J'adore cet extrait. Je vais vous le remettre pour ceux qui l'ont pas vu. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que selon lui, il y a plus de chances que nous soyons dans une simulation que l'inverse. Donc, en tout cas, je vous laisse l'extrait. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Just indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Somebody beat us to it, and this is a game. No, there's a 1 in billions chance that this is base reality. Oh, okay. Je trouve ça tellement passionnant, mais aussi effrayant. Puis quand on parle de glitch dans la matrice, c'est comme s'il y avait un petit bug, un glitch qu'on appelle dans le logiciel qui va, on va les voir ces glitches-là, puis ça nous prouve un peu qu'on est justement dans une simulation. Il y a des images bien populaires qui circulent sur Internet, comme celle-ci de glitch dans la matrice, comme par exemple tu roules, t'es sur la route, puis tu vois comme 4 autos du même modèle, de la même couleur qui passent, mais on pourrait dire que c'est un glitch dans la matrice, comme la personne qui est en charge du logiciel, elle a fait passer cette voiture-là, mais là, ça a tellement buggé que ça a passé comme 4 fois la même voiture. Je sais pas si vous comprenez. Et moi, je trouve que ça peut être carrément spirituel de croire à cette théorie-là, parce que bon, on vit dans un monde, puis il y a quelqu'un qui contrôle ce monde-là, fait qu'on pourrait le comparer à Dieu. Fait que ça va vraiment, c'est vraiment au niveau des croyances, en fait. Puis il y a un subreddit, justement, qui s'appelle Glitch dans la matrice, où plusieurs personnes vont écrire des choses qu'ils ont vécues qui pourraient s'apparenter à un glitch. Fait que c'est sûr que quand tu vas voir ça, ben il y en a beaucoup que clairement c'est des histoires inventées, mais il y en a d'autres que tu dis, tu sais, qui aurait inventé ça? C'est tellement des fois minime, c'est des petits glitches, ou c'est tellement bien détaillé que c'est difficile de pas y croire. Fait que j'ai réuni ces histoires-là pour vous aujourd'hui. Histoire numéro 1. L'expérience la plus creepy que j'ai vécue. Donc, l'histoire qui suit a été publiée il y a 5 ans par un usager du nom de N Torres 2020, mais on va l'appeler Natalia pour la bonne compréhension de l'histoire.
Donc, le post commence par ceci. Si je vous disais ce que j'ai vu la nuit passée, vous ne me croiriez pas. Je suis incapable de comprendre ce qui s'est passé. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai vécue. Je peux même pas en parler sans avoir l'air folle. Mais bon, voici l'histoire. Donc, cette soirée-là, Natalia est allée faire du lavage de la lessive avec son garçon de 21 ans. Ils sont allés à 2h du matin. Déjà là, tu te dis, ouais, c'est bien bizarre aller faire du lavage à 2h du matin. Bon, les buanderies sont souvent ouvertes 24 heures, là, mais c'était durant la COVID. Donc, souvent, les gens faisaient des trucs comme ça durant la nuit pour éviter les foules, justement. C'est ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Ils sont allés à 2h du matin faire du lavage. Je veux spécifier que Natalia habite en Floride, là, bon, je sais pas si ça va revenir dans l'histoire, mais il semble que oui. Donc, ils ont parti une brassée de lavage, puis ils sont allés au McDonald's se prendre quelque chose à boire en attendant. Ils sont allés au service au volant, et c'était plein comme d'habitude. J'ai l'impression que tous les services au volant de tous les McDo du monde sont toujours pleins, même à 2h du matin. Fait qu'ils arrivent, c'est plein, puis il y a comme 5-6 voitures devant eux, bon, qui se mettent en file et ils attendent. Et là, ça fait genre 5-10 minutes qu'ils sont dans la voiture, puis il n'y a rien qui avance. Un peu frustrée et impatiente, Natalia décide de comme contourner la voiture qui est devant elle pour aller dans l'autre file de service au volant, parce que souvent, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a comme 2 fils qui se rejoignent, puis il y a carrément 2 écrans. Et là, en contournant, elle regarde comme dans la voiture qui est devant elle, et là, elle se rend compte que les gens dans la voiture ont carrément l'air morts. OK? C'est vraiment effrayant dit comme ça, mais ils sont comme couchés de même, ils ont la tête par en avant de même, les yeux fermés, ils bougent pas. Ils ont vraiment l'air décédés dans la voiture. Un peu effrayée, Natalia comme continue d'avancer. Là, elle voit que dans chaque voiture, une après l'autre, les passagers et les conducteurs des voitures sont tous semblables. Ils ont l'air morts ou on dirait qu'ils dorment. C'est la même chose, comme la tête renversée par l'arrière ou par en avant, les yeux fermés, et ils ont tous l'air morts. Donc, Natalia, évidemment, est en panique, donc elle décide de peser sur la pédale de la voiture pour reculer et carrément partir du McDo à toute vitesse. Elle et son fils sont en train de se dire « OK, il est arrivé quelque chose au McDo, il y a-tu une fusillade? Tout le monde dans les voitures sont morts, justement, ils se sont fait tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? » Natalia avait tellement peur qu'elle avait de la difficulté à parler, là, carrément, elle hyperventilait. Donc, c'est son fils qui a appelé les secours, donc il a appelé le 911 pour leur faire part de ce qu'il venait de voir. Fait que son fils aussi l'a vu, là, on a 2 témoins. Donc, il appelle la police et un patrouilleur est envoyé au McDonald's pour voir qu'est-ce qui se passe. Et finalement, Natalia reçoit un appel comme une dizaine de minutes plus tard et elle se fait informer par la police qu'il n'y a rien d'anormal au McDo, tout va bien, il n'y a personne de mort, il n'y a pas eu d'événements bizarres. C'était tellement effrayant et on dirait carrément que c'est un film genre de zombie ou de fin du monde. Puis Natalia et son fils sont pas capables de s'expliquer ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Natalia a ensuite raconté cette histoire-là à une de ses amies qui lui a dit « Hey, mais on dirait un glitch dans la matrice. » Puis là, Natalia savait pas c'était quoi. Donc, son amie lui a montré carrément le subreddit. Et c'est là que Natalia, qui avait jamais mis les pieds sur Reddit avant, ou encore moins sur ce subreddit-là, elle s'est créé un compte, puis elle a écrit son histoire pour la partager, pour voir si d'autres personnes auraient vécu la même chose qu'elle. Mais c'est là que les commentaires sont vraiment intéressants parce qu'il y a quelqu'un sous les commentaires qui a dit « Hey, mais je me rappelle d'avoir vu un post de quelqu'un qui a vécu la même chose, qui était au service au volant, puis les voitures avançaient pas, puis les gens à l'intérieur de la voiture avaient l'air morts. » Et en fait, écoutez bien ça, c'était une protestation en lien avec la mort de Rayshard Brooks en 2020 à Atlanta. Et c'est une histoire terrible, là. En fait, c'est Rayshard Brooks, qui est un jeune homme noir de 27 ans, qui s'était comme endormi dans sa voiture au service au volant du Wendy's. Puis il y a des policiers qui ont été appelés sur place et ont commencé à poser des questions à Rayshard. Ils lui ont fait passer un test d'alcoolémie et effectivement, le jeune homme était sous, beaucoup trop sous pour conduire. Après ça, il y a eu une genre de confrontation entre Rayshard et les policiers. Et là, Rayshard s'est comme enfui des policiers en courant, puis le policier lui a tiré dessus
à 3 reprises et Richard est décédé. Ça a été viral surtout parce qu'on a vu les body cams des policiers, donc les caméras sur leur uniforme de policier, puis là, on a comme accès à toute la scène, là, c'est terrible. Donc, ça a été viral, puis ensuite, ben, les gens ont comme fait un protest, donc une protestation, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, où ils allaient carrément dans des drive-thru aussi, puis là, ils bougeaient pas, puis ils faisaient comme semblant de dormir. Et la mort de Richard a eu lieu quelques jours avant la publication de Natalia, justement. Mais en même temps, qui fait une protestation à 2 heures du matin s'il n'y a même pas de policiers ou de journalistes sur place pour la voir? Tu sais, normalement, tu fais ça quand c'est achalandé, pour déranger un peu, pour que les policiers aillent sur place, pour qu'il y ait des journalistes, tu sais, pour que ça change de quoi. Mais si tu fais une protestation, puis que personne n'est vraiment au courant, personne ne la voit, ben, tu sais, c'est-tu vraiment ça? Mais là, toujours dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a publié son expérience à elle, puis ça a eu lieu la même nuit que Natalia. L'autre personne, que nous appellerons Sylvia, a eu la même expérience, mais elle vivait au Kentucky. Donc, elle aussi est allée dans un McDo à 4 heures du matin, puis le McDo où elle va a aussi comme 2 voies au service au volant, mais il y en a une qui est fermée la nuit. Donc, Sylvia était dans sa voiture, elle attendait, puis là, ça faisait comme 10 minutes qu'il n'y a rien qui avançait, qu'il n'y a rien qui bougeait. Donc, elle aussi, elle a pris la décision de comme contourner la voiture d'en avant, puis elle a regardé dans la voiture, puis il y avait le conducteur qui était comme couché, comme s'il dormait, encore une fois, la tête penchée, et la personne du côté passager, elle avait juste comme la tête appuyée sur la fenêtre, puis elle avait les yeux grands ouverts, puis elle fixait le vide. Ensuite, dans la voiture suivante, Sylvia a continué comme à avancer dans sa voiture, puis elle a regardé, puis il y avait carrément personne dans l'auto. Puis ça a tellement troublé Sylvia qu'elle est juste sortie de sa voiture, puis elle est allée voir dans l'auto, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis elle a regardé dans la voiture, puis le conducteur était juste couché de tout son long dans l'auto. Et là, ça a tellement fait peur à Sylvia qu'elle a juste décidé de partir du McDo. Un peu comme Natalia. Et Sylvia, en partant, elle s'est dit, OK, peut-être qu'il y a eu genre une fuite de gaz au McDo, puis tous ces gens-là se sont comme endormis, ou pire, sont morts. Ce qui est pas illogique, ça se pourrait. Fait qu'en arrivant chez elle, Sylvia a appelé le 911 pour signaler ce qu'elle a vu. Donc, elle n'a pas eu de retour du 911, donc elle sait pas vraiment ce qui s'est passé, le pas vu rien aux nouvelles par rapport au McDo. Elle continue à y penser un peu, mais bon, elle n'a pas eu de nouvelles jusqu'à temps qu'elle voit justement le post de Natalia qui a eu lieu la même nuit. Sylvia a vraiment eu peur en voyant cette publication-là, puis elle essaie de se remémorer elle-même ce qui s'est passé. Elle se rappelle d'un détail, là, en sortant de la voiture, il y avait comme des feuilles mortes par terre dehors, à ses pieds, alors qu'ils étaient rendus en hiver. Okay? Donc, elle se demande carrément si elle aurait genre voyagé dans le temps ou si elle a vécu un glitch. Puis elle se demande, est-ce qu'il y a quelque chose de creepy qui est arrivé à l'automne? Fait que c'est ce que je vois, j'ai genre un retour dans le temps ou quelque chose va se passer à l'automne, quelque chose de creepy. Mais là, toujours dans les commentaires, c'est vraiment un post enflammé, là, plein de réponses. Quelqu'un a demandé à Natalia où elle vivait exactement en Floride. Puis là, elle a dit « Ah, je vis à Winter Haven, dans la ville de Winter Haven. » Et là, la personne qui a commenté, elle dit qu'elle habitait là aussi. Donc, Natalia et l'autre personne, dans les commentaires, se mettent à parler de quel McDo est allé. Et là, regardez ce que j'ai lu. La personne demande « Hey, est-ce que c'est l'endroit où les 4 adolescents sont morts? » Et Natalia répond que oui. Donc, en 1999, dans le stationnement de ce McDo en question, leur voiture a percuté un transformer. Là, je n'étais pas sûre c'était quoi, mais en fait, j'ai regardé, là, ça a l'air de tout ça. Puis il y a eu une énorme explosion, puis tout le monde est mort. Fait que c'est quand même bizarre tout ça, tu sais. Est-ce que ça serait des esprits de ces jeunes-là? Mais non, parce qu'il y avait plusieurs voitures. C'est drôle que ça se passe là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air, dans ce McDo-là? Il y avait plusieurs commentaires qui disaient, ben, tu sais, c'est la crise des opioïdes, là. Je veux dire, c'est juste des gens qui sont complètement gelés, puis tellement drogués qu'ils s'endorment dans leur voiture, sont juste comme pas là. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y a énormément de drogue en ce moment aux États-Unis, même en Floride, même au Canada, en tout cas partout même. Oui,
Mais là, 4-5 autos de suite qui sont tous complètement gelés au point de s'endormir dans leur auto. Autant en Floride qu'au Kentucky, je sais pas. Je sais pas si c'est une raison, je sais pas si c'est aussi facilement explicable que ça, là. Bref, cette histoire m'a vraiment troublée parce que c'est comme si peut-être que, tu sais, Natalia a comme voyagé dans un monde parallèle où il y a eu un glitch, justement, que dans ce monde-là, tout le monde est mort. Ou peut-être qu'il est arrivé de quoi. Ou peut-être que, genre, le temps s'est arrêté. Tout le temps a gelé, mais Natalia et son fils, eux, continuaient comme à fonctionner. Je sais pas si vous me suivez. Fait que les gens étaient pas vraiment décédés ou endormis. Ils étaient juste comme gelés, en attente. Bref, aussi, il y a peut-être l'histoire de la protest, là, la protestation. Oui, mais encore là, moi, j'ai quand même des réserves par rapport à ça, là, tu sais, faire ça à 2h du matin quand il y a personne. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et passons à la deuxième histoire. Le pause, je reviens 2 semaines plus tard après avoir filmé ma vidéo. Je viens d'envoyer, ça fait comme 1 semaine, j'ai envoyé la vidéo à mon monteur. Puis là, j'étais comme, hey, attends avant de faire le montage. J'ai comme découvert une nouvelle théorie sur TikTok. Puis j'étais comme, faut vraiment que j'intègre ça à ma vidéo. Je peux pas faire une vidéo sur les glitches dans la matrice sans parler de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le même outfit. Donc ça vient de la créatrice Becca Bag Donuts sur TikTok. Puis ça m'a comme un peu chamboulé. Bon, chamboulé, c'est un grand mot, mais ça m'a vraiment comme fait remettre en question tout ce que je connais à propos de l'astrologie. Écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà ce qu'elle dit à propos de la théorie de la simulation. Parce que selon elle, nous vivons dans une simulation et le codage ou le coding, c'est l'astrologie. Et là, je vais vous traduire un peu ce qu'elle dit parce que c'est vraiment elle qui... je vais pas dire qu'elle a inventé cette théorie, mais c'est elle qui en parle. C'est quand même des termes précis, fait que je vais vous traduire mot pour mot. Donc, elle dit que lorsqu'elle parle de la théorie de la simulation, les gens lui répondent, genre, non, je refuse d'y croire, je suis pas un robot, je suis pas dans un logiciel, je suis pas dans un jeu vidéo. Parce que quand on parle de la théorie de la simulation, on pense souvent à un genre de jeu vidéo, puis la personne qui contrôle le jeu vidéo nous contrôle un peu. Donc, Becca, elle a réalisé ça lorsqu'elle prenait un cours de programmation pour ordinateur, puis elle apprenait justement tous les termes et les fonctionnements. En parallèle à son cours de programmation, elle faisait sa carte du ciel, soit l'étude de la carte astrale au moment de ta naissance, donc la position des planètes puis tout ça. Puis là, elle a vu sa carte, puis là, elle voyait des termes comme Soleil 26 degrés, 43 minutes, Vierge, Lune 5 degrés, 2 minutes, Lion. Moi, je connais rien à l'astrologie, je connais juste comme les signes zodiaques, mais même là. Mais c'est vrai que la carte du ciel, c'est très, très, très précis selon la position des planètes et tout ça. Donc, pour ceux qui sont calés là-dedans, l'astrologie, c'est très pointilleux et très précis. Puis elle a dit, mais voyons, c'est vraiment comme de la programmation, c'est vraiment comme du codage que l'astrologie est, finalement. Fait que ce qu'elle disait, c'est quand tu apprends à programmer en informatique, genre t'as HTML, qui est comme un peu les planètes. Ensuite, t'as le CSS. Là, je suis vraiment pas experte là-dedans, là, mais t'as le CSS qui est un peu comme le style de HTML. Je sais pas si je vais me faire reprendre dans les commentaires, là, c'est correct. Mais elle comparait ça au signe du zodiaque. Donc, toutes les planètes représentent des énergies différentes, mais aussi des valeurs différentes. Et là, toute la façon que les planètes orbitent, ben là, ça va représenter un signe astrologique, on s'entend. Donc, par exemple, quand ton soleil est en Vierge, ben, tu vas avoir une personnalité très analytique, très logique, terre à terre. Quand ta lune est en Lion, là, tu vas être une personne qui aime attirer l'attention. Bon. Puis ça, on peut voir les mêmes caractéristiques chez toutes les personnes qui ont les mêmes signes astrologiques. Pas toujours. Mais moi, par exemple, je suis Gémeaux, puis quand je rencontre une personne Gémeaux, j'entends parler d'une personne Gémeaux, bien souvent, je vais ressembler à cette personne-là en termes de personnalité, de valeur, même d'emploi que je fais, de qualité, de défaut. Donc, le moment précis où tu nais, bien, il y a comme une fréquence très spécifique qui est gravée dans ton âme. Okay? On peut dire ça comme ça. Puis, cette fréquence, bien, c'est ta carte du ciel que tu peux étudier et voir comment chaque planète laisse une marque sur comment tu es au plus profond de ton être. Donc, tu peux lire l'astrologie comme de la programmation.
Et les vrais de vrais pros en astrologie, quand ils lisent une carte du ciel, ben, ils sont carrément capables de dire des moments qui ont été importants dans la vie de la personne, ses traumas d'enfance, ce que la personne aime, ce qu'elle n'aime pas, comment la personne pense, etc. Finalement, en tant qu'individu, on est tous codés carrément comme un jeu vidéo. Puis quand tu suis l'actualité un peu, puis tu regardes comme le positionnement des planètes, mais là, tu réalises que oui, ça a comme une influence sur l'actualité, en fait, puis tu réalises que c'est très cyclique. Donc, chaque truc se répète, chaque événement un peu se répète d'année en année ou de cycle en cycle. Fait que je trouve ça vraiment fascinant. Puis là, je regardais les commentaires du TikTok. Puis là, il y a une personne qui écrit, ça aussi, j'étais comme, ok, c'est vraiment fou et c'est vraiment vrai. Une autre preuve de ça, qui est absolument terrifiante, c'est la personne dit « Rappelez-vous qu'un seul échantillon d'ADN peut stocker jusqu'à 215 millions de gigs de données. Encore une fois, tout est données, information, coding. » Et surtout, j'ai trouvé ça fou parce que, ok, ça me pop sur TikTok pendant que je suis en train de faire une vidéo sur le sujet. Oui, vous allez dire, ben c'est à cause de tes recherches que ça te pop sur TikTok, mais c'est pas super vrai parce que mon algorithme TikTok, j'ai l'impression qu'il est quand même indépendant de ce que je regarde sur Reddit. Peut-être pas, mais bon, super intéressant. Voilà, on retourne à la vidéo. Histoire numéro 2. J'ai rêvé que mon ami mourait. Je lui ai dit et il est mort. Donc, cette histoire est un petit peu plus courte. Elle a été publiée par un usager qui s'appelle Six Dogs of Mine, mais on va l'appeler Martin pour la bonne compréhension de l'histoire. Je veux juste dire tous les liens vers les textes, là, les posts sont dans la barre d'infos, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc, Martin commence sa publication en disant que ça fait plusieurs années que ça s'est produit, mais il y pense encore aujourd'hui. À l'époque, son ami et lui avaient 19 ans, puis Martin il a fait un rêve assez réaliste dans lequel son ami était mort. Dans le rêve, ils étaient tous les deux debout, appuyés contre un mur en briques, et son ami lui disait que leur temps s'était écoulé et qu'il fallait vraiment en profiter. Ensuite, l'ami donnait des conseils à Martin. Et finalement, Martin s'est réveillé le lendemain un peu en panique, puis il a appelé son ami pour lui raconter son rêve. Et en entendant ça, ben, son ami a comme ri, puis il a dit « Ouais, ça serait un peu nul de mourir en ce moment, mais inquiète-toi pas, Martin, je suis en pleine forme, je vais pas mourir bientôt. » 2 jours plus tard, Martin a reçu un appel des parents de son ami, et son ami était décédé subitement dans son sommeil. Personnellement, je crois vraiment aux rêves prémonitoires et même aux rêves où des proches qui sont décédés te visitent dans les rêves. Moi, je crois vraiment à ça. Je suis sceptique sur bien des affaires, mais ça, j'y crois. Mais là, cette histoire, c'est comme un mix des deux. C'est comme si c'est un rêve prémonitoire. Puis dans ce rêve-là, qui a eu lieu 2 jours avant la mort de son ami, bien, son ami décédé venait lui rendre visite. Dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui racontent avoir vécu la même chose avec des proches à eux qui sont aussi décédés après des rêves comme ça. Donc ça doit être pas mal commun. Mais il y a un commentaire en particulier que j'ai beaucoup aimé, là. Je vous l'ai traduit mot pour mot parce que je saurais pas moi-même comment l'expliquer autrement. Le temps est une ligne droite seulement à cause de notre perception. La théorie quantique dit que tout existe en même temps, mais on peut juste le percevoir comme une seule direction. Si ça n'a pas de sens pour toi, pense à un manège de Disney. Tu embarques dans le manège, puis tu continues dans le manège où tu vis différentes expériences visuelles jusqu'à temps que tu atteignes la fin. Tout le long, le chemin devant toi n'est pas créé pendant que tu le suis et le chemin derrière toi ne s'efface pas non plus pendant que tu avances. Ça existe du début à la fin. Et ce qui est cool, c'est que parfois, on se rappelle de parties du chemin, même si on n'est pas encore arrivé. Ça m'a vraiment donné le frisson de lire ça parce que c'est tellement bien expliqué, puis je comprends vraiment... C'est comme un manège, tu sais, c'est pas... on parle pas d'un manège en ligne droite, on parle d'un manège de Disney que tu circules, puis il y a plein des images, il y a des statues, des figurines, bref. Je vais demander à mon monteur de trouver une image. Là. Ça pourrait expliquer un peu les impressions de déjà-vu. Tu sais, ça veut pas dire que tu l'as déjà vécu. Peut-être que oui, mais ça se peut que ça soit un déjà-vu
parce que tu vas le vivre dans le futur. Donc maintenant, on va passer à l'histoire suivante. Histoire numéro 3. Quelque chose s'est produit aujourd'hui et je ne sais pas à qui en parler. Donc l'histoire a été postée par un certain Axel Flask 777. On va l'appeler Axel. Donc Axel, un matin, il est parti travailler, il était un peu en retard et sa femme, elle est restée à la maison pour s'occuper de leur bébé d'1 an qui était un peu malade. Avant que Axel rentre travailler, sa femme lui a demandé d'arrêter au magasin au coin de la rue, le Walgreens, pour qu'il aille acheter des médicaments pour leur garçon. Comme Axel était déjà en retard, il a dit « Ok, oui, je vais y aller ». Il est allé rapidement, mais il voulait quand même acheter les médicaments pour que son fils aille mieux. Axel et sa femme se parlaient au téléphone quand Axel est arrivé devant le magasin. Il s'est stationné, puis c'est un matin de semaine, donc il y a quand même pas mal de passants dans la rue, pas mal de voitures, même beaucoup de voitures de stationnées devant le magasin. En marchant vers le magasin, Axel a comme remarqué une femme qui avait un bébé qui pleurait dans ses bras, puis elle essayait de le mettre dans son siège d'auto, puis tu sais, c'est des petits trucs que tu remarques, là, des petits détails. Je dis toujours que souvent, ces petits détails-là, c'est très important pour se rappeler quelque chose de plus important. Donc, il remarque ça, puis il continue à parler avec sa femme au téléphone. Donc, sa femme lui disait exactement quel médicament acheter, puis lui, il a juste pris une pause, genre, pour garder son téléphone pour regarder l'heure, parce qu'il était en retard. Et c'est là que tout s'est arrêté. À la seconde où Axel est entré dans le magasin, son téléphone s'est éteint, les portes automatiques se sont fermées derrière lui, et le magasin était vide. Ce qui est bizarre, c'est que la lumière était aussi différente. C'était vraiment comme une lumière fluorescente, genre une lumière de néon froide, blanche, désagréable. Il y avait personne aux caisses, il y avait aucun employé, aucun client. Tout était vide. Axel s'est comme retourné, il a regardé dehors. Le stationnement aussi était complètement vide. La femme qui était là plutôt avec son bébé qui pleurait, elle était plus là. Fait que là, Axel s'est mis à crier comme « Allô? Allô? » à 2 reprises. Rien du tout. C'était comme un film de fin du monde, un film d'horreur. C'est terrifiant. Axel a pris son téléphone pour filmer parce qu'il se disait « Hey, genre, personne va me croire quand je vais raconter ça. » Mais évidemment, son téléphone était éteint, il fonctionnait pas. Il a continué d'avancer, il a tourné le coin pour aller dans la première allée, et là, il y avait du monde dans l'allée, la lumière s'est ajustée, la musique dans le magasin a reparti, puis il y avait même une cliente qui payait à la caisse. Le téléphone d'Axel s'est remis à fonctionner, et là, c'était sa femme qui l'appelait au téléphone. Puis là, en se parlant, elle comprenait pas non plus parce que son téléphone est juste devenu silencieux puis il s'est éteint. Axel a finalement juste comme acheté les médicaments, il est allé les porter à sa femme, il est rentré travailler, puis la journée s'est déroulée comme normalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dans les commentaires a dit que ça ressemblait vraiment au film The Truman Show, que je cite toujours quand je parle de glitch dans la matrice ou de théorie de la simulation. En fait, j'en parle tout le temps, là, mais c'est vraiment un excellent film avec Jim Carrey. Puis ça ressemble, en fait, Jim Carrey, dans ce film-là, qui s'appelle Truman, en fait, c'est dans le monde dans lequel il vit, c'est le personnage principal, puis c'est tous des acteurs, autant sa femme, il y a des publicités, c'est comme il est filmé 24 heures sur 24, là, puis il est diffusé comme une télé-réalité, mais lui, il le sait pas. Mais c'est comme quand Truman, admettons, il arrive dans une pièce, puis le décor est pas terminé, la scène est pas encore construite avant qu'il arrive. Fait que c'est comme si, justement, Axel qui est rentré dans le magasin, c'est comme si le magasin était pas prêt à son arrivée. Donc, les acteurs, entre guillemets, étaient pas en place, la musique était pas partie. C'est comme, c'est ça, t'arrives avant que t'es supposé d'arriver. C'est comme si Axel était carrément entré dans une autre dimension. Ou comme si, justement, le logiciel de la matrice avait pas encore généré la scène, l'ambiance, le décor. Donc, c'était un peu comme ça, là, tu sais, c'était des néons, c'était une lumière comme automatique, si on veut. Il y avait du silence, il n'y avait pas de figurant. J'adore tout ça, là. C'est comme un plateau de tournage abandonné, si on veut. Of course, il y a des gens très rationnels dans les commentaires, très importants qu'il y en ait, mais là,
il y en a plusieurs qui ont suggéré, est-ce que tu souffres de schizophrénie, est-ce que tu fais des crises d'épilepsie? Mais tu sais, c'est pas ça, c'est tellement une réponse facile à donner. Tu fais fi de plein d'éléments, genre... Ouais, j'aime pas ça. Oui, j'aime ce type de réponse rationnelle quand ça a du sens, mais là, ça a comme pas de sens. Sinon, quelqu'un suggérait le concept des backrooms que je connaissais pas. En fait, les backrooms, c'est un peu comme une légende urbaine de 4chan qui est décrit comme étant un espace illimité avec de la lumière jaunâtre. C'est un peu comme l'envers du décor, si on veut. C'est un peu comme l'entrepôt de la simulation. Ça me fait penser à Severance, la série, très bonne série si vous l'avez vue. Un moment donné, dans Severance, le personnage principal, je me rappelle pas de son nom, mais il marche dans les corridors qui mènent à rien. C'est comme des corridors un peu infinis, comme un labyrinthe, si on veut. C'est comme les backrooms, c'est comme de l'espace vide, un peu. Et ce qui est drôle aussi, c'est que dans les commentaires de ce post-là, il y a la femme de Axel, justement, qui commente et qui répond aux commentaires, parce qu'elle aussi, elle l'a vécu un peu à distance, là, avec le téléphone qui s'est éteint, puis elle répond aux gens en disant « Ben oui, moi j'ai vécu ça ». Bref, c'est vraiment intéressant, puis je sais pas si vous trouvez, mais ça fait 3 histoires. Moi, j'y crois à ces histoires-là. Il y en a que c'est too much, mais ça, c'est comme... Pourquoi les gens inventeraient ça? Ça serait quoi la raison? En tout cas, histoire numéro 4. J'ai déjà entendu un chien parler anglais. Donc, l'histoire qui suit est très légère, là. C'est pas vraiment effrayant, mais ça a été publié il y a 4 ans et appelons la personne qui a publié l'histoire Daniel. Daniel commence sa publication en disant « Je sais que ça a l'air d'être des foutaises, mais lisez bien mon histoire. » Donc, Daniel était chez elle, à son appartement, en train de prendre une douche. Elle était seule à l'appartement, puis il y avait le chien de sa colocataire, un husky. Puis, pendant qu'elle était dans la douche, Daniel s'est mise à entendre le chien qui aboyait sans arrêt. Donc, elle s'est dit, ben là, il jappe pas pour rien, il y a sûrement quelqu'un à la porte. Elle est sortie de la douche avec, tu sais, toute mouillée, les cheveux mouillés. Elle a mis sa serviette, elle a enroulé sa serviette, puis elle est allée voir devant la porte pour voir qu'est-ce qui se passait. Pendant qu'elle faisait ça, le chien continuait à aboyer. Et là, il a comme switché à l'anglais, puis il a dit... « Je veux juste aller dehors, s'il te plaît, laisse-moi sortir. » Mon cœur. Oh my God. OK, il faut que... Attends. Nanette, viens-t'en. Viens-t'en ici. Ça m'a juste comme donné le goût de viens voir. Viens voir. Nanette. Ce serait le fun qu'on se parle en ce moment. Viens-t'en, mon amour. Viens. Ça marche pas. En fait, elle n'est pas supposée venir pendant que je filme, fait qu'elle sait. En tout cas. Daniel s'est reculé, puis j'ai fait genre « What the fuck? » Puis là, vous voyez juste le chien qui était comme debout puis qui grattait à la porte d'entrée parce qu'il voulait sortir. Donc, il s'est retourné vers elle, puis elle a comme ouvert la porte pour qu'il sorte dehors, puis il est allé faire ses besoins. Puis elle comprend pas ce qui s'est passé parce qu'après ça, il a juste continué à aboyer, mais elle dit, je l'ai entendu, il a switché. C'est pourquoi elle est allée sur Reddit pour essayer de comprendre ce qui s'est passé si quelqu'un avait vécu quelque chose de semblable. Quelqu'un dans les commentaires a répondu que peut-être que le glitch, c'était comme que durant l'espace de quelques secondes, elle a comme eu la capacité de comprendre le langage des chiens, genre un privilège d'administrateur, ce que j'adore. Sinon, dans le même ordre d'idée, il y a cette vidéo sur TikTok du chat qui répond à son maître. Regardez. Jackson, where are you? Where is my wallet? What did you do with it? Where is it? You don't know? Wait. No. Did you just say you don't know? Donc, il y a une théorie où il y a des gens qui disent que parfois les animaux vont prendre un peu notre intonation, tu sais, de la façon qu'on parle, ce qui peut avoir l'air qu'ils nous parlent, tu sais, qu'ils disent des mots, mais c'est pas vraiment ça. Mais tu sais, j'avais lu que les chats s'étaient adaptés
En fait, quand il miaule, ça peut ressembler à un bébé qui pleure, justement, pour qu'on ait plus envie de s'occuper de ces chats-là. Puis c'est vrai que des chatons, ça peut vraiment sonner comme des bébés. Je trouvais que c'était une histoire vraiment mignonne. Là, je regarde ma nanette là, qui est couchée à côté, puis que... Bon, bref. Et mon chat qui miaule. Marjo! Bon, il y a Nanette qui est jalouse parce que j'avais le... Alors, Nanette. OK. Merci. Merci, Nanette. Passons maintenant à la dernière histoire qui, selon moi, est la plus creepy. C'est encore moi, la Victoria du futur. Puis avant de passer à la dernière histoire, je veux vous revenir aussi avec quelque chose que j'ai lu sur Reddit. Puis j'étais comme, OK, il faut encore que je l'inclue. Fait que j'ai écrit à mon monteur, attends, j'ai une autre affaire à t'envoyer. Et c'est ceci. J'ai essayé d'expliquer à mon chum, genre, c'était quoi exactement que j'avais lu. Puis c'est vraiment difficile. J'ai eu vraiment de la difficulté à l'expliquer tellement tout ça est très abstrait. Fait que suivez-moi. J'espère que je vais bien l'expliquer là, dans mes mots. Dans le subreddit Conspiracy, qui est super intéressant, mais un peu poussé, là. Il y en a qui sont complètement déconnectés là-dedans, mais il y en a qui sont très rationnels, puis il y a quand même des théories qui sont intéressantes, comme celle-ci. En fait, il y a un homme qui pose sur Reddit, il dit « Je me demande à quel point nos téléphones nous écoutent. » Il dit « Moi, j'irais même à dire que nos téléphones lisent dans nos pensées. » Et ça, c'est assez impressionnant. Et c'est pas faux, puis je pense qu'on a tous un exemple de ça, mais le gars, il raconte, il dit « Écoute, un matin, je me suis levée, j'avais terriblement mal dans le cou, j'avais mal dormi, mais il dit, j'en ai parlé à personne, j'ai pas parlé de ça tout, j'ai pas fait de recherche, je me suis juste levée avec un mal dans le cou, j'ai craqué mon cou, bon, j'ai mal, mais c'est pas grave, je continue ma journée. » Et là, il arrive au bureau le matin, puis il y a une pub qui pop, genre, vous avez mal dans le cou en vous levant le matin, voici quoi faire. Fait que ça, c'est quand même incroyable. Malgré que là, j'étais comme, ouais, mais si c'est un homme dans la quarantaine, par exemple, tu sais, c'est parce que les publicités là, qui nous pop sur nos téléphones, c'est tellement spécifique, puis nos téléphones nous connaissent tellement bien, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre tranche d'âge, ce qu'on consomme, c'est comme terrifiant tout ça, fait que ça se peut que cette publicité-là lui soit attribuée selon son âge, son train de vie et tout ça. Mais là, plusieurs personnes dans les commentaires ont donné leur propre exemple. Il y a un gars qui a dit, par exemple, je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé, de comme penser ou rêver à une personne que ça fait une éternité que t'as pas vue, mais t'en as même pas parlé comme à voix haute. Tu rêves à une personne, ça fait genre 8 ans que tu l'as pas vue depuis l'école secondaire, où tu y penses, puis là, paf, genre 2 jours plus tard, tu le croises dans la rue par hasard. Okay, c'est vraiment bizarre, ça. Ou genre, même chose, tu vas rêver à cette personne-là, puis comme le lendemain, Facebook te propose cette personne-là comme amie Facebook. Et c'est fascinant parce qu'on a tous déjà vécu ça, puis j'ai un exemple avec ma mère que j'en parle souvent parce que moi, je trouve ça complètement fou, puis ma mère a aucune raison de mentir, là, je la connais, là. Elle avait rêvé qu'il y avait comme une tuerie dans un salon de coiffure où elle était, là, elle était en train de se faire coiffer, puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec un gun, puis qui a tiré sur tout le monde. Puis genre, le lendemain, elle regarde les nouvelles et il y a eu une tuerie dans un salon de coiffure à Los Angeles. Fait qu'elle était zéro au courant, elle rêve à ça, paf, le lendemain, ça arrive. Donc, c'est comme avoir des rêves prémonitoires. Donc, cette théorie-là englobe les rêves prémonitoires. Puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a expliqué un peu sa théorie, puis c'est là que ça devient difficile à expliquer, fait que j'espère que vous allez me suivre. Donc, on sait que le temps, ou plutôt la vie, c'est pas linéaire. Tu sais, j'en ai parlé tantôt, c'est pas une ligne droite avec le présent et le passé. Oui, nous, on le vit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que si, admettons que tu rêves à quelqu'un que t'as pas vu il y a 8 ans, dans notre vie à nous, ben c'est il y a 8 ans. Mais dans le monde non linéaire dans lequel on vit, ben peut-être que tu l'as vu la veille à l'école, tu sais. Je sais pas si vous me suivez. Fait que oui, tu rêves à cette personne-là parce que ça fait 8 ans, mais peut-être que c'était hier ou peut-être que c'est 3 jours plus tard. Fait que si tu rêves à cette personne-là puis tu la vois le lendemain, ben le lendemain n'existe pas, tu sais. Tu l'as juste vu. Chris, c'est difficile à expliquer, là. Je sais même pas comment le dire autrement, mais le commentaire avait vraiment du sens.
Donc, ça expliquerait un peu les rêves prémonitoires qui ne sont pas nécessairement prémonitoires parce que, bon, c'est déjà arrivé. Tu l'as pas déjà vécu, mais tu as rêvé puis c'est arrivé par la suite. Mais comme si le futur n'existe pas, ben c'est arrivé dans la vie. J'espère que vous avez compris. Puis là, moi, je l'ai compris en lisant le commentaire. Là, je me rappelle pas comment le gars l'avait expliqué. Puis je suis allée chercher. J'étais comme, OK, ben je vais juste traduire le commentaire. Je vais peut-être réussir à transmettre ce que j'essaie de dire. Mais je vais pas retrouver le commentaire. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, c'est vraiment pas grave. Puis là, on passe à la dernière vidéo. Histoire numéro 5, la roue. Encore une fois, je viens de découvrir ce phénomène qui apparemment est assez commun. Et ça se rapproche un peu plus du concept de mort imminente plutôt que glitch dans la matrice, mais ça peut quand même être relié. Et là, je vous avertis, j'ai comme 4 pages de texte, là, fait que faut se concentrer quand même pour cette histoire-là. C'est une longue histoire, puis pour la première fois, j'ai comme pas le choix de vous la lire mot pour mot parce que c'est vraiment difficile à paraphraser. Il y a des concepts assez pointus. Mais ça vaut la peine. Écoutez bien ça. Donc, ça vient d'un site web où il y a des témoignages de Near Death Experience, donc des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Puis là, on va parler du cas de Wilson. Écoutez bien ça. Là, j'ai vraiment pas le choix de vous le lire encore une fois. Mon ami m'a persuadé de soumettre mon histoire, même si j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de truc. J'ai pas d'intérêt à vous donner un update plus tard ou à ce qu'on me contacte par la suite. Ce fut un épisode extrêmement effrayant. Ça a été tellement traumatisant que juste de l'écrire ici, en long et en large, c'est difficile pour moi. Je vais essayer d'être le plus franc et le plus juste possible dans les limites du langage. Le 15 juillet 2013, il était environ 7h45 du matin et j'étais en route pour le travail. Je m'approchais d'une intersection et je m'apprêtais à tourner à gauche. C'est une intersection qui est reconnue comme étant dangereuse. Il y a eu plusieurs accidents à cet endroit. C'est une intersection où il est difficile de voir s'il n'y a pas de voiture qui arrive de la droite et le virage à gauche est pas facile. J'étais déjà en retard et dans un état plutôt stressé car j'avais un meeting important que je planifiais depuis plusieurs jours. Je dois préciser que depuis, il y a des feux de circulation qui ont été installés et le système s'est amélioré. Je suis arrivée à l'intersection et j'étais pressée dans le temps. J'ai regardé vers la droite et je croyais avoir correctement vérifié qu'il n'y avait aucune auto qui s'en venait, donc j'ai tourné à gauche. Pendant que je traversais l'intersection, j'ai regardé une dernière fois à droite et j'ai vu un véhicule qui s'en venait à toute vitesse vers moi. Il devait rouler à 150 km/h. Nous nous sommes regardés, j'ai même vu les yeux effrayés de l'homme tellement nous étions proches. Une collision était absolument inévitable. Il n'y avait aucune façon que ça aurait pu être évité. Ce qui s'est passé ensuite est extrêmement difficile à décrire, mais je vais essayer du mieux que je peux. Les mots, même les mots les mieux choisis, ne seraient pas capables de capturer ni même 1% de ce que j'ai vécu, et même là. C'est la chose la plus frustrante par rapport à cet incident. De l'autre côté de la voiture, à gauche, presque dans la direction opposée de la voiture qui s'en venait, il y avait un terrain. Je suis soudainement devenue consciente d'un objet vraiment large qui s'en venait lentement vers moi, de manière diagonale à travers le terrain. L'objet s'en venait directement vers ma voiture. Le temps ne fonctionnait pas normalement pendant que tout ça se passait. Le temps ne fonctionnait pas du tout. J'avais l'espace pour réaliser ce qui se passait, mais je peux pas expliquer comment j'ai été capable de le réaliser. L'objet que j'ai vu semblait être la grosseur d'un édifice à 10 étages. Subjectivement, ça semblait être à plusieurs mètres à l'autre bout du terrain. Même si je vous parle des descriptions et des mesures, ça veut rien dire vraiment. L'objet ressemblait à une roue à eau qui était couchée sur le côté et qui tournait pendant qu'elle s'approchait de moi et de ma voiture. Et plus l'objet s'approchait, plus le temps ne comptait pas. J'ai réalisé que ma première observation à propos de sa taille était loin d'être juste. C'était plus la grosseur d'une ville. Et plus ça s'approchait, plus je comprenais que les estimations de grosseur et de distance ne voulaient rien dire. C'était plus large que ce à quoi on pourrait penser. Et pendant que ça s'approchait de moi, j'ai commencé à prendre conscience de son pouvoir et de sa signification. Mon esprit l'interprétait pendant que je voyais de proche cet objet gigantesque. OK, cette partie est particulièrement difficile à expliquer.
Pendant que l'objet se rapprochait de moi, j'ai senti une sensation bizarre, mais je savais exactement ce qu'était l'objet. Pas seulement ça, mais je savais exactement ce que ça voulait dire, ce que c'était, ce qu'il faisait, pourquoi il était ici et pourquoi je reconnaissais cet objet, d'où il venait et pourquoi je le voyais à ce moment précis. J'avais vu cet objet avant que je naisse et je vais le revoir lorsque je vais mourir. Nous l'avons tous vu avant de naître et nous allons tous le voir avant de mourir. Mais cette information nous est étrangère lorsque nous sommes en vie. C'est pour ça que je le voyais à ce moment-là, pendant que j'étais en train de mourir dans un accident de voiture. Voici ce dont je me rappelle, je vais essayer de le décrire du mieux que je peux. Cette roue n'était pas quelque chose qui bougeait vers moi à travers le monde ou à travers la réalité. C'était une illusion que mes sens étaient en train de créer par moi-même. Cette roue était la réalité en soi. Ça représentait chaque possibilité concevable de la vie ou d'un monde qu'on pourrait s'imaginer. Pendant que la roue s'approchait, je suis devenue conscient que ce qu'on appelle notre monde était contenu à l'intérieur. C'était simplement l'une des multiples fentes ou pagaies dans la roue à eau. Ça a toujours été ça. Ma vie, ta vie, notre monde, nous tous, nous faisons partie de cette structure de roue et on en a toujours fait partie. C'était seulement la première fois que je le voyais. Après ça, la dimension terrifiante de toute cette expérience a commencé. Les mots me manquent pour décrire le niveau de peur que j'ai expérimenté. La roue à eau, comme de l'eau, là, je veux juste vous le dire, c'est une roue pour tourner de l'eau. La roue à eau a comme roulé sur moi et à travers l'endroit où ma voiture était sur la route. Et pendant que ça roulait, j'ai été frappée par toutes les différentes pagaies sur la roue. Rappelez-vous que tout ce que je vous dis, c'est juste une façon de parler. Ça ne décrit pas du tout la vraie situation. Mais essayez d'imaginer que l'espace entre chaque pagaie, il y avait de l'eau qui coulait comme une chute de côté. Imaginez un jet d'eau qui était projeté à l'extérieur de chaque fente à cause de la force centrifuge. Imaginez-vous vous faire frapper ou arroser par chacun de ces jets à chaque fois que la roue avance. C'est ce qui se passait. C'est juste que c'était pas des jets d'eau. C'était des réalités alternatives ou des univers ou des mondes alternatifs. Encore une fois, notre monde, notre univers, en entier comme on le conçoit, était seulement un seul dans un nombre infini d'univers. Comment je sais qu'il y en avait un nombre infini? Je sais pas. Je le savais, c'est tout. C'était une sorte de connaissance qui est venue avec l'accident et j'étais sûre de ça. Il n'y avait aucun doute. C'était ça et je savais que c'était ça. Désolée, c'est long tout le monde, là, mais ça continue puis moi je trouve ça terrifiant. Et parce que j'avais cette connaissance, je comprenais ce qui se passait, mais je peux pas expliquer pourquoi j'avais peur. Je comprenais que j'allais être le sujet d'un processus que nous appelons la réincarnation. C'était pourquoi la roue était venue. C'était comme une contradiction qui devait être modifiée. Cet événement, ou plutôt l'événement imminent sur l'autoroute, avait fait que je suis tombée à travers les pagaies de la roue. Cette structure avait un genre de but cosmique afin de tout remettre à sa place. J'avais peur et j'ai résisté à être triée, donc la roue est apparue de manière agressive pour me renvoyer à la bonne place. Après tout ça, j'ai compris autre chose qui me terrifie encore plus. Je savais que si je ne choisissais pas l'une de ces réalités bientôt, la roue allait choisir pour moi. D'une manière ou d'une autre, j'allais être envoyée au bon endroit, que je le veuille ou non. Si je le choisissais pas moi-même, je serais tout simplement placée à un endroit pas trop loin dans la roue, à l'endroit exact où j'ai pris la décision. Ça fait du sens. J'étais conscient que j'avais l'habileté de choisir, mais pas tant que ça. Même avec l'habileté limitée, ça servait à rien parce que chaque réalité me rentrait dedans rapidement avant que je réalise ce que chaque réalité contenait. C'était comme si chaque jet me rentrait dedans, me détruisait et me reconstruisait à nouveau. Peut-être que ça a été supprimé délibérément, mais je me rappelle pas de la majorité de ce que j'ai vu dans les univers alternatifs dans les pagaies de la roue. Au début, c'était très similaire au monde dans lequel on vit, où on croit habiter. Par exemple, j'ai un souvenir distant d'avoir vu plusieurs scénarios différents de l'accident. Je crois que c'était toutes des pagaies sur la roue. Dans l'une d'elles, je me rappelle de voir mon véhicule qui s'est fait projeter sur le bord de la route et le véhicule était tellement endommagé qu'il semblait être plié en deux.
Il y avait plusieurs autres scénarios comme ça, mais je peux pas m'en rappeler. Je peux pas expliquer pourquoi j'ai pas vécu ce que les autres vivent dans les phénomènes de mort imminente, comme le tunnel, la lumière et tout ça. Je crois que les expériences de mort imminente sont des scénarios symboliques qui apparaissent lorsque les gens entrent ou sortent de la roue. À aucun moment, j'ai vu quoi que ce soit qui ressemble à ce que les humains perçoivent la vie après la mort ou le monde des esprits. C'est comme si nous sommes à la surface de la roue, dans l'un de ces mondes où nous sommes morts dans la roue en soi. La roue est un espace où toutes les possibilités non créées existent, mais il n'y a rien de complet ni d'actuel. Et gardez ça en tête, qu'il n'y a rien qui m'a été caché. J'étais le tout et je connaissais le tout. Je m'en rappelle plus, mais à ce moment-là, je le savais. J'ai commencé à être extrêmement paniquée. À chaque fois que je croyais commencer à comprendre ce qui se passait, je me faisais frapper violemment par une autre fente de la roue et un nouveau moi se cristallisait avec tous les souvenirs et les hypothèses de notre monde. Je me rappelle pas du tout de qui j'étais quelques secondes plus tôt dans une autre pagaie dans la roue. Je n'avais aucun souvenir d'où je venais ou de l'accident dans mon monde. J'avais zéro souvenir de ce monde. Je savais que je venais de quelque part, mais je n'avais aucun souvenir d'où c'était ni de qui j'étais. Et c'était la chose la plus bizarre que vous pouvez vous imaginer. Encore une fois, je voyais ou je croyais voir des variations et des résultats possibles de si je mourais dans l'accident. Je semblais comprendre intuitivement que si j'entrais dans l'un de ces scénarios, j'y serais seulement quelques minutes tout au plus et que je devrais en sortir pour faire face à la roue encore immédiatement après. Je voulais pas faire ça. La roue ne semblait pas être dérangée d'une manière ou d'une autre, ça lui dérangeait pas si j'en sortais encore 3 minutes plus tard ou 3 décennies plus tard. La roue voulait juste me renvoyer au bon endroit. Je me suis réveillée sur l'autoroute, au volant de ma voiture, en train de m'approcher de l'intersection. C'est l'un des nombreux mystères d'associer à cet événement que je peux pas expliquer. Est-ce que j'ai choisi un monde qui était une version de notre univers où l'accident ne s'était pas encore produit et qui était à quelques secondes d'arriver? Je peux pas le dire parce que je me rappelle pas d'avoir pris cette décision. Je me rappelle encore clairement des yeux du conducteur qui allait me rentrer dedans. Je me rappelle de lui qui a essayé de se pencher derrière son volant, mais j'ai freiné en arrivant à l'intersection et ce conducteur ou cette voiture n'était pas là. OK, c'était un moment, c'était une lecture plutôt costaude, là. Je suis désolée pour toute cette lecture, mais c'était comme vous pouvez voir, c'était impossible à expliquer. C'est comme essayer d'expliquer un rêve à quelqu'un. Il y a tellement de détails, puis des fois, t'es même pas capable de l'expliquer dans tes mots. Mais je sais pas si vous trouvez ça aussi passionnant que moi. Ce phénomène de roue, c'est comme une roue à eau avec des fentes, des jets d'eau. C'est comme si lui dit qu'il était pas supposé être là, puis que fallait que la roue le renvoie dans une réalité. T'sais, il y a comme eu un glitch dans la matrice, justement. Et finalement, dans les commentaires ou quand tu googles un peu ce phénomène de roue, tu te rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça, qui ont fait face à cette roue-là, en consommant de la drogue, par exemple de l'ayahuasca ou de la DMT, là, qui te fait comme... Est-ce qu'elle te fait halluciner ou elle te fait voir les vraies choses en face? Je sais pas, mais il y a plusieurs personnes qui disent avoir vécu ça. J'aimerais tellement ça que quelqu'un dans les commentaires me dise qu'il a déjà vécu ou qu'il a déjà vu ce phénomène de roue. S'il vous plaît, écrivez-le moi. Genre, ça serait magique. Et les bouddhistes ont aussi ce concept-là là, avec le samsara, qui est un cycle qui commence avec la naissance, la vie mondaine et la mort. Et c'est aussi illustré par une roue. D'ailleurs, il y a même un subreddit consacré à ça qui s'appelle NDE Wheel, donc Near Death Experience Wheel, qui est le phénomène de roue quand, justement, tu vis une expérience de mort imminente. Fait que moi, je veux savoir si vous en avez déjà entendu parler ou si vous l'avez déjà vécu. Tu sais, en lisant ça, j'étais comme, c'est-tu intéressant? Je l'inclus-tu dans ma vidéo? Les gens vont-tu embarquer? Mais c'est vraiment effrayant. Puis tu sais, ce gars-là, il a pas inventé ça, même que ça a été publié sur un site, justement, d'expérience de mort imminente. Puis qu'est-ce qu'il gagne en voyant? Tu sais, il a pas donné d'update, il a même pas donné son vrai nom. Tu sais, je pense qu'il voulait juste partager son histoire, ce qu'il a vécu.
Fait que voilà pour ces histoires de glitch dans la matrice. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'aime ça faire ça. C'est tellement plus relax, là. Ça fait changement des histoires qui pognent à la gorge, là. Ça fait peur aussi, mais d'une autre manière. Fait que si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mais aussi, si vous m'écoutez en podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, laissez-moi un 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça serait vraiment gentil. Ça serait comme un petit pourboire. Pas que j'ai besoin d'argent, mais un petit pourboire si vous aimez mon travail. C'est top notch. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert, de barrer vos portes, puis over and out. Bye!